Bonjour et re-bienvenue sur The Crime Reel. L'affaire d'aujourd'hui est un exemple tragique d'une femme âgée qui avait du mal à joindre les deux bouts et qui a décidé de compléter ses revenus en louant des chambres dans sa maison. Avec des conséquences catastrophiques, Anita Cohen était une femme indépendante qui avait toujours voulu posséder sa propre maison après des années passées à louer. Elle s'est mariée et a divorcé assez jeune et elle avait un fils nommé Stéphane avec qui elle était très proche. Au début des années 2000, elle avait sa propre entreprise recrutant des infirmières pour les hôpitaux et en 2002, à l'âge de 52 ans, elle a enfin réalisé son rêve de devenir propriétaire. Après avoir visité Palm Springs sur la suggestion d'une amie, elle est tombée amoureuse de l'endroit et a acheté une maison de 3 chambres dans une impasse appelée Heritage Court à Cathedral City. Située juste à l'est de Palm Springs, dans la vallée de Coachella, la région était une ville désertique assez calme, relativement sûre et ouvrière. Son fils et sa belle-fille, Stéphane et Cindy Sturt, vivaient à environ 3 heures de là à San Diego, mais tous trois entretenaient une relation étroite et se parlaient régulièrement au téléphone. Au début de la soixantaine, Anita a dû fermer son entreprise et trouver un autre moyen de gagner sa vie et payer ses factures. Elle a pris un emploi à temps partiel chez Walgreens, mais cela ne suffisait pas pour s'en sortir. Elle a contracté un prêt sur la valeur de sa voiture pour payer ses factures, mais ce n'était qu'une solution à court terme. Vivre dans le désert signifiait que ses frais de service public étaient extrêmement élevés. Et il n'est pas rare que des gens louent leur chambre libre afin de compléter leurs revenus. Anita adorait sa maison et devait trouver un moyen de la garder. Alors elle a décidé de mettre une annonce sur Craigslist pour attirer des locataires pour ses 2 chambres libres. L'annonce donnait les détails de la maison. Quartier calme, maison privée dans une impasse résidentielle, piscine et spa, jardin privé, entrée privée, chambre privée haut de gamme entièrement meublée, télévision par câble, internet haut débit disponible, utilisation d'un garage pour 2 voitures. Et elle a ensuite précisé qu'elle préférait une femme ou un homme célibataire, convenant à un étudiant ou un cadre. Et elle a conclu avec le prix par mois. Ce revenu devrait être vérifiable, avec des vérifications d'antécédents et de crédits effectués. En réalité, cela ne s'est pas produit. Lorsque des personnes se renseignaient sur les chambres, à condition qu'elles aient le loyer et le dépôt de garantie, elle les laissait emménager sans effectuer d'autres vérifications. Son fils Stéphane lui demandait de vérifier les futurs locataires avant leur arrivée. Mais elle ne le faisait jamais, surtout à cause du coût des vérifications d'antécédents. Cela a fonctionné un temps, Pantides doorkan ensemble, et Anita a eu plusieurs locataires, certains corrects, d'autres lui causant des problèmes avec les nombreux allées et venues. La police était souvent appelée pour des incidents à son domicile. Certains locataires entraient puis refusaient de payer le loyer ou mangeaient toute sa nourriture. Anita a souvent appelé la police pour expulser des locataires. Et les agents de police devaient lui expliquer la procédure légale à suivre pour expulser ces personnes de chez elle. L'un de ses locataires les plus anciens était un homme nommé Daryl Hatfield. Daryl a emménagé chez Anita lorsqu'il traversait un divorce et il aimait y vivre. Il se souvient que la maison était impeccable, mais il avait tendance à rester dans sa chambre et ne voyait Anita qu'en passant, pendant son séjour chez Anita. Plusieurs autres personnes ont loué l'autre chambre libre au moins une fois. Daryl a dû intervenir entre Anita et un autre locataire qui lui manquait de respect quand chez elle. Environ 2 ans après l'emménagement de Daryl, Anita lui a présenté un autre nouveau locataire, Scott Pettigrew. Anita avait rencontré Scott, âgé de 50 ans au travail, et ils étaient tout de suite devenus de bons amis. La première impression de Daryl était que Scott était un homme gai, instruit et soigné. Daryl était content que Scott emménage dans la maison, car il considérait Scott comme un ami d'Anita. Les problèmes avec les autres locataires disparaîtraient, et leurs conditions de vie s'amélioreraient nettement. Cependant, rien n'était plus éloigné de la vérité.
Ni Anita ni Daryl ne savaient non que Scott avait un passé de comportement troublant, abusif et violent envers d'autres colocataires et partenaires. Scott s'est comporté de façon étrange presque dès le moment où il a emménagé. Il entrait dans la chambre de Daryl pendant qu'il dormait, terrorisait les chats de Daryl et a même réussi à convaincre Anita que Daryl l'avait secrètement enregistré dans la salle de bain et volé aussi des objets dans la maison. Scott était charmant avec Anita et elle lui faisait confiance. Et la relation entre elle et Daryl s'est rapidement détériorée. À un moment donné, Scott a laissé du vomi et des excréments dans la baignoire et a encore une fois accusé Daryl. Anita a pris le parti de Scott. Daryl a commencé à chercher un nouvel endroit où loger en seulement 2 semaines. Il a appelé la police 5 fois pour pouvoir entrer, ayant été enfermé dehors. En mars 2016, le mois suivant l'emménagement de Scott, Daryl était parti hors de la ville pendant quelques jours. En rentrant tard dimanche soir, il s'était encore retrouvé enfermé dehors. Il a appelé la police et qui lui a dit d'attendre sur place et qu'ils allaient aller venir le chercher. Daryl a trouvé cela étrange et, lorsque la police est arrivée, il a été menotté et emmené au commissariat. Il avait été accusé de plusieurs délits graves, notamment de maltraitance envers une personne âgée et de dégradation de biens. Selon Scott et Anita, Daryl avait agi de façon folle, les avait menacés, les avait poursuivis et avait poussé Anita. Daryl était choqué et a nié tout ce qu'il ne pouvait pas se permettre. La caution fixée à 150 000 et il a été placé en détention provisoire. En moins d'1 mois après que Daryl ait disparu de la scène, l'amitié entre Scott et Anita était en ruine. Scott avait perdu son emploi chez Walgreens et avait arrêté de payer son loyer. Il a commencé à prendre ouvertement la nourriture et les affaires d'Anita. Il a laissé ses 2 chiens uriner et déféquer dans la maison. Il buvait excessivement et est devenu agressif envers Anita. Le fils d'Anita, Stéphane, est devenu très mal à l'aise face à la situation et a essayé de convaincre sa mère d'emménager avec lui et Cindy. Cependant, Anita aimait sa maison et a refusé de la laisser entre les mains de cet homme qui la terrorisait. Elle ne savait que faire, se sentant prisonnière chez elle. Une maison pour laquelle elle avait tant travaillé pour l'acheter, désormais lentement détruite par celle qu'elle pensait être son amie. Anita a commencé à entasser ses affaires dans sa chambre et a ajouté une serrure à sa porte le 31 mai. Un voisin se souvient avoir entendu Scott crier et hurler sur Anita, lui disant qu'elle regretterait le jour où elle était née. Si ses chiens étaient en danger, un voisin a entendu Scott crier en cherchant son chien. Traitant Anita de d'abeille, Anita a avoué à son fils qu'elle et Scott avaient menti à propos de Daryl pour le faire sortir de la maison. Anita avait été convaincue par Scott que c'était Daryl qui causait les problèmes autour de chez elle. Et maintenant, réalisant son erreur, elle est allée voir la police et leur a dit la vérité. Après 100 jours en prison, Daryl a été libéré début juin 2016. Accompagné d'un policier, Daryl est allé à la maison pour récupérer ses affaires. Anita l'a aidé à retrouver ses affaires dans le garage et semblait bouleversée par ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Scott a dit à Daryl qu'Anita avait fait euthanasier ses chats. Les chats comptaient énormément pour Daryl, mais il semblerait peu probable qu'Anita ait eu quoi que ce soit à voir avec cela, puisqu'elle aimait tellement les animaux. Steven et Cindy pensent que c'est Scott qui a fait euthanasier les animaux. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Anita s'est tournée vers les tribunaux pour faire expulser Scott de chez elle et a déposé les documents nécessaires. Elle a écrit au juge pour expliquer que ses affaires disparaissaient, que les chiens de Scott salissaient leur maison, et elle a déclaré qu'elle était terrorisée au quotidien. « Dans ma propre maison ». Elle a détaillé comment Scott criait et hurlait tout le temps, ajoutant « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une ordonnance restrictive. Il est en train de détruire ma maison. » Elle a expliqué qu'il l'avait accusée à tort et avec colère d'avoir laissé sortir ses chiens. Je crois vraiment qu'il a créé cet incident pour me déstabiliser davantage, disant qu'il hurlait comme une banshee. Tout le quartier pouvait l'entendre. Scott initie cela pour me maintenir dans une peur constante de lui et de ce qu'il fera la prochaine fois. Je ne veux pas d'elle la prochaine fois. Elle a expliqué en détail comment il n'avait pas payé son loyer après son premier mois de vie là-bas et laissé constamment la maison en désordre.
Elle l'a accusé de jeter ses ordures dans l'évier, de vomir dans la salle de bain sans nettoyer, ainsi que de verser de l'eau sur son ordinateur et de découper les batteries de ses téléphones fixes. Anita a demandé que Scott soit obligé de rester à 100 mètres d'elle et qu'il ne soit pas autorisé à la contacter de quelque manière que ce soit. La demande a été examinée par le juge James A. Cox de la Cour supérieure du comté de Riverside et a été partiellement acceptée et partiellement rejetée. Le juge a ordonné que le chien soit retiré de la maison immédiatement parce qu'il n'y avait pas eu de violence physique réelle contre Anita. Il a ordonné à Scott de rester à 5 mètres d'elle en tout temps, mais n'a pas exigé que Scott quitte la résidence. Il a été autorisé à rester dans la maison, mais devait garder ses distances jusqu'à une nouvelle audience prévue 2 semaines plus tard. Et l'objectif de l'audience était d'établir une solution permanente à long terme. Toujours extrêmement inquiet pour sa mère, Stéphane lui a conseillé de se procurer un magnétophone pour documenter tout incident où Scott devenait violent et menaçant. Elle pourrait alors prouver au tribunal la dégradation de ses conditions de vie. Le 14 juin 2016. Anita savait que Scott allait recevoir l'ordre de retirer ses chiens de la maison. Elle a décidé de rester loin de la maison aussi longtemps que possible ce jour-là, car elle avait peur de la réaction de Scott face à la situation. Elle est rentrée chez elle vers 18h pour découvrir que toutes ses portes avaient été verrouillées et qu'elle ne pouvait pas entrer. Elle a appelé la police qui s'est rendue chez elle pour l'aider à entrer. Une fois à l'intérieur, Anita a appelé sa belle-fille, Cindy, et lui a dit que Scott avait été assigné pendant qu'elle était au travail. On pouvait l'entendre crier, hurler et jeter des objets en arrière-plan de l'appel. Cindy était extrêmement inquiète pour Anita et a dit à Stéphane qu'elle pensait qu'il devait se rendre chez Anita le plus vite possible. Stéphane a appelé sa mère et lui a dit qu'ils étaient en route et qu'ils allaient venir te chercher et te prendre une chambre d'hôtel. Et on essaiera de trouver un moyen de le faire partir, de le payer, quoi qu'il en coûte. Pendant l'appel, Stéphane pouvait entendre des cris et du verre qui se brisait en arrière-plan. Il a demandé à sa mère d'enregistrer la scène, ce qu'elle a fait. Puis la ligne est devenue muette. Pendant le trajet vers Palm Springs, Stéphane et Cindy ont essayé à plusieurs reprises d'appeler Anita, mais il n'y avait pas de réponse. Ils ont contacté la police pour demander une vérification de bien-être. Quand Stéphane et Cindy sont arrivés dans l'impasse d'Anita, elle était pleine de voitures et de policiers. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison et ont posé des questions, on leur a appris qu'Anita était morte. La police était arrivée un peu plus tôt pour effectuer la vérification de bien-être, et lorsqu'ils ont frappé à la porte de la maison d'Anita, il n'y a eu aucune réponse. L'officier Daniel Ames, qui s'était rendu à la maison quelques heures plus tôt pour aider Anita à entrer, a regardé par la fenêtre. À l'intérieur, il voyait un vase et un pot de fleurs brisés au sol, et des chiens aboyant partout. Une deuxième unité de police a été demandée, et lorsqu'ils sont arrivés, les agents se sont dirigés vers l'arrière de la maison. Le portail étant cadenassé, ils ont sauté le mur pour accéder au jardin arrière. Le corps d'Anita flottait dans sa piscine. Ils l'ont sorti de l'eau, mais il était trop tard pour la sauver. Les agents sont entrés pour sécuriser la maison et ont trouvé Scott allongé nu en position fétale sur son lit. Il avait des marques rouges en relief sur le corps, semblables à des griffures. Il a été établi qu'Anita avait subi de multiples blessures. Elle avait été violemment frappée au visage, à la tête, au bras et au torse, et plusieurs poignées de ses cheveux avaient été arrachés de sa tête. Après tout cela, elle avait ensuite été jetée dans la piscine. La maison était jonchée de verres brisés et de cadres photos, et il y avait des traces de sang traînées à l'extérieur de la porte qui menait au jardin arrière. Scott a été menotté, et lorsqu'on lui a demandé où était Anita, Scott a répondu que Darryl était leur autre colocataire dont ils avaient un peur. Scott a dit qu'il craignait que Darryl ait fait quelque chose à Anita. Lorsque Darryl a appris ce qui s'était passé, il a compris qu'il pourrait être considéré comme un suspect. Il s'est rendu à la police et a fourni un reçu de l'hôpital où il était soigné. Au moment où le meurtre a eu lieu, il a été écarté de toute implication dans la mort d'Anita. Le dictaphone numérique d'Anita a été retrouvé près des portes-fenêtres de sa maison. L'horodatage numérique indiquait que l'enregistrement datait de la nuit du meurtre. On peut entendre Anita crier « Laisse-moi tranquille maintenant, tu vas te mettre à frapper une vieille dame, sors d'ici ».
tandis que Scott pouvait être entendu en train de hurler et de l'insulter. Lors d'un entretien avec Scott, la police s'est concentrée sur les événements du jour du meurtre et lorsqu'ils sont arrivés au moment de l'altercation. Scott a demandé son avocat, puis, après avoir appris l'existence de l'enregistrement audio, il a déclaré qu'il voulait la peine de mort. Scott a été inculpé et détenu au centre correctionnel Larry D. Smith à Banning en échange d'une caution d'$1 million le 17 juin 2016. Il a plaidé non coupable et lorsque l'affaire a été jugée plus tard, il a maintenu son innocence. Les tests toxicologiques effectués le matin suivant le meurtre ont montré qu'il avait bu au moment de l'attaque. Ses avocats allaient ensuite soutenir qu'il était dans un état émotionnel cette nuit-là et qu'il n'avait pas prémédité le meurtre. Les preuves sur place ont montré qu'il s'était approché d'Anita dans la cuisine où la dispute avait commencé puis avait jeté des objets dans la maison. Il s'en est suivi une attaque prolongée qui s'est déroulée sur toute la longueur de l'intérieur de la maison et s'est étendue jusqu'à l'arrière-cour. Le 29 août 2019, Scott a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de maltraitance envers une personne âgée et de violation d'une ordonnance de protection. Il a ensuite été condamné à une peine de 25 ans à la réclusion à perpétuité. Il a fait appel de sa peine en faisant valoir que, bien qu'il ne contestait pas avoir tué Anita, il soutenait l'avoir fait dans un accès de rage, plutôt que d'avoir agi avec préméditation. Et, en tant que tel, le verdict aurait dû être celui de meurtre au second degré. Au procès, il avait été démontré que l'attaque comportait plusieurs étapes et impliquait l'utilisation de plusieurs armes. Frapper Anita avec un objet contondant, lui arracher les cheveux, l'étrangler avec ses mains, la traîner jusqu'à la piscine, l'y laisser, où elle s'est noyée. Ainsi, l'attaque s'est déroulée sur une période suffisamment longue pour permettre à l'accusé de réfléchir à ses actes. Sa défense a rétorqué que le meurtre s'est produit lors d'une explosion soudaine de violence, qui était le résultat d'une rage alcoolisée. Sa condamnation et sa peine ont été confirmées. Scott reste en prison et sera éligible à une libération conditionnelle en 2033. Cela conclut l'histoire d'aujourd'hui sur Anita Cohen. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et laissez un commentaire. C'est l'heure des petits délits. Taz Gardner, qui je pense vient de Tasmanie, en Australie, veut que vous rencontriez Daisy, âgée de 10 mois, petite chienne en famille d'accueil, vraie en terreur dont la devise est « rien à faire ». Comme elle s'entraîne constamment à perfectionner ses talents de voleuse, si quelque chose est à sa portée, elle le prendra. Parmi les objets qu'elle a volés, il y a une chemise de nuit qui a été retrouvée, un pull préféré qui n'a pas été retrouvé, et un chapeau. Oui, ce chapeau, il a en fait été complètement déchiqueté maintenant. Si elle ne veut pas marcher en laisse, elle s'allonge simplement et refuse d'avancer. Daisy a l'air d'être partie pour une carrière criminelle à vie. Taz Gardner affirme qu'elle sera très difficile à gérer pour ses futurs propriétaires si elle est adoptée. Taz, merci beaucoup d'avoir envoyé les photos de Daisy. C'est une vraie star. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir. Cette histoire est racontée dans la saison 2 de Worst Roommate Ever sur Netflix, épisode 2, Colocataire de l'enfer. Au revoir.